Assurent efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Souno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Le nom d'endométriose est de plus en plus familier, mais malgré des progrès certains en matière d'information, notamment par le biais de personnalités du monde du spectacle qui assument publiquement le fait de souffrir de cette maladie, l'endométriose reste encore largement sous-diagnostiquée. Cette maladie gynécologique provoquée par la migration des cellules de l'endomètre vers d'autres organes peut nécessiter dans certains cas une prise en charge multiple pour traiter la douleur, appuyer la patiente sur le plan psychologique et dans certains cas lui permettre de bénéficier de l'assistance médicale à la procréation. Car si elle touche au moins 10% des femmes en âge d'avoir des enfants, l'endométriose peut être dans certains cas indolore, muette, sans symptômes et diagnostiquée alors suite à un constat d'infertilité. Dans d'autres cas, elle se manifeste par d'intenses douleurs, principalement au moment des règles ou lors des rapports sexuels. Cette pathologie intime ne trouve pas d'explication formelle, ce qui a certainement contribué à ce que longtemps les femmes atteintes d'endométriose aient été condamnées à une double peine, celle d'affronter une douleur non soulagée et de devoir faire face au mépris d'être considérées comme des malades imaginaires. L'endométriose, on en parle avec vous, professeur Fernandez. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes professeur d'université à Paris 11, chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Bicêtre. En seconde partie d'émission, nous retrouverons en ligne du Cameroun le docteur Ernastique Gouetbel, gynécologue obstétricienne, directrice de la clinique médicale et du centre de PMA de la clinique Odyssée à Douala. En fin d'émission, vous retrouverez notre bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité de la semaine, avec à la une le feu vert de la Commission européenne pour le rachat de l'américain Monsanto par le géant allemand de la chimie Bayer, et puis le mauvais usage des médicaments qui causerait en France plus de 10 000 morts chaque année. Bien sûr, notre numéro de téléphone pour témoigner, pour poser vos questions, ce numéro c'est le 33 84 22 75 75. On va définir dans quelques instants cette maladie gynécologique, maladie, on va le voir, qui a attiré l'attention des pouvoirs publics de façon assez récente. Et on va vous retrouver, si vous le voulez bien, dans quelques instants, professeur Hervé Fernandez. Mais d'abord, on va donner la parole à l'autre invitée de Priorité Santé, également présente avec nous en studio. Angélique Deplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, on peut dire votre âge ? Oui, bien sûr, 29 ans. Ouais, Angélique Deplace, depuis quand vous avez mis un mot, un nom sur vos douleurs ? Décembre 2016. Et avant cela, les douleurs s'étaient déclenchées combien de temps avant ? Vous avez souffert combien de temps ? Je dirais depuis mes 16-17 ans, donc une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut décrire formellement, concrètement, ce type de douleur ? Ça ressemble à quoi ? Il y a différents symptômes. On a des douleurs évidemment pendant les règles, qui ne sont pas des simples maux de ventre, mais des douleurs, je dirais, terrassantes, qui peuvent, en tout cas dans mon cas, qui m'empêchaient de me lever ou d'avoir une activité pendant les 2-3 premiers jours de mes règles, voire des malaises. Après, les autres symptômes, c'est effectivement des douleurs pendant les rapports, des douleurs à la selle, des problèmes de vessie. Et tout ça, rien ne le calmait ? Non, des antidouleurs très forts, mais sans succès au long terme. Alors, vous dites, ça fait seulement quelques mois, donc vous avez mis un nom sur ces douleurs, sur ce mal, à peu près 1 an. Qu'est-ce qui vous a justement conduit vers cette piste ? Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est votre entourage ? Non, c'est moi. J'ai pendant, je dirais, une dizaine d'années, j'ai vu un certain nombre de gynécologues exprimer mes symptômes sans avoir de réponse précise sur et un diagnostic précis sur les douleurs, jusqu'à ce que j'ai finalement eu des douleurs et un kyste au nombril parce que j'avais une endométriose, j'ai une endométriose, notamment ombilicale. Et à force de me renseigner,
de lire des témoignages un peu partout et d'en parler autour de moi, j'ai fini par penser à l'endométriose et je suis allée voir un médecin en lui disant « Je pense que j'ai une endométriose, faites le nécessaire pour faire un diagnostic. » Là, on vous a confirmé ? Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un soulagement de mettre un nom sur ces douleurs ou c'est juste une étape ? Alors dans un premier temps, c'est un soulagement parce qu'effectivement il y a le sentiment de bon, je ne suis pas folle, non, mes douleurs ne sont pas psychologiques, non, ce n'est pas du stress, non, ce n'est pas une dépression. Donc effectivement de ce côté-là, il y a un vrai soulagement, mais le diagnostic l'endométriose, pour moi, ça a aussi été le début d'un combat, pour à la recherche de l'information, contre les informations contradictoires, à la recherche d'un traitement adéquat, chirurgie, médicamenteux, etc. Donc c'est aussi le début d'un combat, le diagnostic. On va vous retrouver, Angélique. Professeur Hervé Fernandez. Angélique nous a parlé de l'endométriose ombilicale. Il existe plusieurs localisations, plusieurs endométrioses différentes ? Non, la maladie, elle est la même. Les localisations, elles peuvent être soit isolées, soit multiples. Et ça, c'est variable d'un individu à l'autre sans qu'il y ait de vraies explications. Pourquoi dans certaines situations, et dans le cas particulier de l'endométriose ombilicale, c'est souvent le cas, il y a l'endométriose que sur l'ombilic, point. Et quand on fait un bilan d'extension, parce que là, le diagnostic est facile dans ce genre de situation, puisque la lésion, on l'a sous les yeux, on ne retrouve pas forcément l'endométriose dans l'abdomen. Donc voilà, il peut y avoir des localisations isolées à distance. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Les cas le plus fréquents, c'est bien sûr de l'endométriose sur le péritoine et sur les organes proches, qui sont surtout les ovaires dans le cas particulier, et puis beaucoup plus rarement sur l'intestin, encore plus rarement sur l'appareil urinaire, et puis plus exceptionnellement des localisations sur d'autres endroits. Avec ce témoignage, on a entendu quelques-uns des symptômes. Professeur Hervé Fernandez, vous pouvez nous citer justement d'autres manifestations, d'autres signes qui doivent alerter, justement, peut-être orienter vers ce diagnostic d'endométriose ? C'est très compliqué parce que l'endométriose, comme vous l'avez dit, c'est à peu près 10% de la population, mais plus d'une fois sur deux, l'endométriose, elle est sans symptômes. Or, on peut la découvrir au décours d'un bilan d'infertilité, mais ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on est infertile. Donc en fait, c'est un vrai mixte. Donc la recherche à tout prix, et je suis un petit peu opposé à ce que j'entends depuis 2-3 ans, c'est il faut faire le diagnostic très tôt pour avoir un nom. Dans l'idée, bien sûr, c'est vrai, comme vous le dites à juste titre, ça rassure de pouvoir avoir un mot derrière un symptôme qui traduit en fait une maladie. Mais le cas le plus fréquent, tel que vous l'avez décrit, qui sont l'adolescente ou la jeune femme qui a des douleurs, ce qu'il faut que le médecin comprenne, c'est que ce qui est important, c'est de soulager la douleur. Et à la limite, parfois, peu importe le diagnostic. Parce que je dis attention au diagnostic. Parce que, comme vous l'avez également dit, les réseaux sociaux, Internet, les médias disent n'importe quoi. Et si on se met, même si la réalité pour une jeune femme de 19-20 ans est de dire vous avez de l'endométriose, si elles se mettent à aller voir sur les réseaux sociaux, on va leur gâcher leur vie parce qu'on va leur détruire leur sexualité. Ces femmes qui vivaient dans le jour, au jour le jour comme on doit faire, eh bien en fait elles vont s'extrapoler 5 ans, 10 ans, 15 ans après avec toutes les horreurs qu'il peut y avoir et qui, heureusement, dans la majorité des cas, ne se produisent pas. Donc, c'est jamais très facile et de temps en temps, il faut rester très pragmatique et traiter le symptôme. Alors, bien sûr, le symptôme le plus fréquent, c'est la douleur. On est d'accord. Justement, soulager la douleur, professeur Hervé Fernandez, c'est quoi les pistes pour apporter ce réconfort au niveau des souffrances ? Les pistes, elles sont très claires. Là, il vient d'avoir, par le Collège national de gynécologie obstétrique et la Haute Autorité de Santé, les recommandations fin 2017 de la prise en charge. Le traitement dans le monde entier en première ligne, c'est la contraception œstroprogestative, qui en fait va bloquer le système hormonal d'une manière tout à fait suffisante, tout en gardant en fait un taux d'œstrogène et de progestérone pour que les gens soient bien dans leur peau. On supprime les règles parce que ça c'est un élément important puisque une des raisons qui peut expliquer l'endométriose, c'est cette migration du sang des règles par les trompes et qui va entraîner l'ensemencement. Et en fait, de bloquer les règles par la pilule, eh bien, c'est le traitement de première intention.
Alors, vous restez avec nous, Angélique Deplace, professeur Hervé Fernandez. On va tout de suite donner la parole aux auditrices de Priorité Santé. Priorité Santé sur RFI. Et cette auditrice nous appelle de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, c'est Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour madame. On vous écoute Wendy. Je m'appelle Wendy. 3 ans que j'ai été diagnostiquée avoir une endométriose. Et franchement, actuellement, si je peux dire, je ne vis pas. Parce qu'il y a des douleurs, j'ai des douleurs au bas-ventre, j'ai des douleurs dans les jambes, du côté gauche. Et les douleurs sont vraiment, vraiment, vraiment terribles. Et il y a le médecin qui m'a mis sous ménopause artificielle pendant 1 an à peu près. Et quand j'ai arrêté, les douleurs sont revenues encore plus fortes. Quand vous dites ménopause artificielle, c'est quoi, par une pilule contraceptive ? Oui, par une pilule. Et ça a stoppé les menstrues, j'avais plus les menstrues. Et puis, les douleurs se sont carrément arrêtées. C'est vrai que par moments, j'avais quelques douleurs, mais après, c'était vraiment bien. Et vous avez arrêté ce traitement antidouleur, en fait, cette contraception ? Oui. C'était pour voir, il m'avait dit que c'était pour voir si vraiment c'était l'endométriose. J'avais fait au préalable des examens de l'échographie, l'IRM, et après ça, c'est là qu'il m'a dit que j'avais l'endométriose. Et maintenant, vous avez arrêté ce traitement. Les douleurs sont revenues. Pourquoi avoir arrêté si ce traitement vous soulageait ? Il m'a dit qu'on allait essayer avec les antidouleurs. Maintenant, avec les antidouleurs, il faut que je double la dose pour que ça s'arrête complètement. Parce que je sais pas comment je peux dire ça. Chaque 2 heures, chaque 3 heures, ça reprend, les douleurs reprennent et c'est encore plus fort. J'arrive pas à marcher, j'arrive pas à me coucher. C'est vraiment terrible. Mais vous, personnellement, vous ne souhaiteriez pas reprendre ce contraceptif pour revenir à une qualité de vie meilleure, pour arrêter ces douleurs ? Si, et il m'a dit que c'était pas vraiment l'idéal. C'était pas vraiment l'idéal d'essayer de prendre les antidouleurs et d'essayer de voir si je pourrais pas essayer d'avoir un enfant. Et puis après, essayer de couper l'utérus. Excusez-moi, Wendy, de cette question. Est-ce que vous avez un projet d'enfant aujourd'hui ? Oui. Vous voulez avoir un enfant, donc c'est pour ça que vous avez arrêté la contraception. C'est ça. Professeur Hervé Fernandez, complexe ce cas, parce que là vous le disiez tout à l'heure, ce contraceptif marchait sur Wendy, il y avait un effet sur la douleur. Maintenant, avec son projet de vie, les choses se compliquent. Oui, mais normalement au micro, je suis pas là pour faire de la médecine, mais quand les gens sont mal pris en charge, eh bien tout déraille. Le cas particulier de l'endométriose est très simple. C'est-à-dire, les femmes ont mal sans désir d'enfant, on va faire un traitement contre la douleur qui commence par des contraceptions œstroprogestatives. Si c'est pas efficace ou suffisamment efficace, on va passer à la 2e gamme thérapeutique qui sont actuellement l'utilisation d'un stérilet qu'on appelle le Mirena, qui est très utile, ou l'utilisation d'un progestatif qui s'appelle le Dinogest, qui a la particularité en France d'avoir l'AMM et de ne pas être remboursé. Mais là, il faut demander aux autorités sanitaires pourquoi ils refusent le remboursement qui est accepté dans tous les pays d'Europe et du monde. Et puis la 3e gamme, c'est ce qu'on peut-être la dame a mal compris, c'est les ménopauses artificielles en utilisant des médicaments qu'on appelle des agonistes, qu'on peut faire en piqûre trimestrielle et qui vont mettre effectivement les patientes en situation de ménopause, à la seule condition, et c'est extrêmement important, de rajouter à ce traitement des œstrogènes qu'on donne souvent par voie cutanée, qu'on appelle une add-back thérapie, de manière que les femmes n'aient pas les effets secondaires de ces médicaments, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, mal-être et ainsi de suite. Ça, c'est parfaitement stratifié. Lorsque ces médicaments antalgiques ne sont pas suffisamment efficaces, eh bien, on peut discuter d'opérer les patientes.
en fonction de l'extension des lésions. Dans le cas du désir de grossesse, le désir de grossesse, il faut l'écho, l'IRM, ça c'est pour voir où est l'endométriose, mais ça ne donne pas l'information si les trompes sont perméables, pas perméables, etc. Il peut être légitime de discuter, de faire ce qu'on appelle une célioscopie, c'est donc l'introduction d'un tube optique par voie ombilicale pour voir un petit peu comment est l'abdomen. Ou alors, d'emblée passer aux techniques d'assistance médicale à la procréation, parce qu'il n'y a aucun intérêt à arrêter le médicament antalgique si on pense que les chances de grossesse spontanée, elles sont proches de zéro. Et en assistance médicale à la procréation, on n'a pas besoin d'avoir une période franche sans traitement hormonal pour pouvoir faire une fécondation in vitro ou une ICSI en fonction de la qualité du sperme du conjoint. Donc tout ça, c'est parfaitement stratifié. Et malheureusement, le témoignage de Wendy, qui est malheureusement un témoignage courant, parce que beaucoup de gens sont pris en charge par des médecins qui ne font pas la formation continue, parce que lors des dernières journées du collège, il y avait 1000 personnes qui écoutaient les dernières recommandations. Donc, c'est-à-dire que les gens sont parfaitement au courant de ces stratégies qui sont en plus publiées en France par la Haute Autorité de Santé et par le collège. Donc, l'accès à l'information du corps médical, elle existe, mais en France, il n'y a pas de politique où on oblige le médecin à se former. Ça s'appelle un choix politique. Oui, mais là, on est en Côte d'Ivoire, donc les choses sont encore différentes. C'est pas un problème, parce que les médecins africains viennent en raison de la francophonie très régulièrement aux Journées nationales du collège qui étaient à Lille cette année, et il y avait dans l'amphithéâtre un grand nombre de médecins africains. Ils ont une représentation dans chacun des pays. Il y a une représentation internationale qui s'appelle la SAGO, Société africaine de gynécologie obstétrique, qui sont présents dans nos réunions, et ça, c'est aux médecins africains ensuite d'organiser entre eux pour faire leur formation dans chacun des pays. Une question, voilà. Wendy. Vous disiez mon médecin au cours de l'entretien, de l'échange. Votre médecin, c'est un gynécologue ? Oui, obstétricien. C'est un gynécologue obstétricien. Donc voilà la réponse que vous apporte le professeur Hervé Fernandez. Plus qu'une réponse, c'est une orientation. On n'a pas vraiment de réponse à vos questions. On en est absolument désolé. Merci en tout cas, Wendy, pour ce témoignage, cet appel d'Abidjan. Quoi qu'il en soit, professeur Hervé Fernandez, on entend quand Wendy nous parle qu'il y a quand même un désarroi. Elle a des questions, vous dites les réponses n'ont pas forcément été les bonnes, et elle reste avec ses interrogations et aussi avec ses douleurs. Alors, pour la réponse aux questions, il y a une responsabilité médicale. Les patientes, de par la création d'un certain nombre de groupes de femmes, il y en a 2 ou 3 ou 4, je suis pas là pour en faire la publicité, mais qui sont très actives et qui sont très utiles parce qu'elles vont répondre peut-être avec un langage différent. C'est pas toujours facile pour le corps médical, malheureusement, j'ai envie de dire, d'exprimer simplement et de donner une explication de la pathologie. Et justement, le lien qu'on a avec ces différentes associations pour l'endométriose, c'est que c'est aussi une autre manière de donner de l'explication en général sur la pathologie. Elles ne sont pas là pour faire le traitement de la patiente donnée qui a sa propre histoire, bien sûr. Ça, c'est de la médecine dans le lien patient-médecin. Mais en tout cas, sur l'information de la pathologie, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle représente, comment on doit la prendre en charge, je pense qu'il faut que les femmes n'hésitent pas, en tout cas, à prendre contact avec ces associations de patientes atteintes de la pathologie. Oui, on le voit beaucoup, cette parole. On va vous entendre tout à l'heure, Angélique Delaplace, sur cette question. Mais quand vous entendez Wendy, ce témoignage, est-ce qu'il y a des choses que vous entendez que vous retrouvez dans votre propre parcours ? Moi, j'ai pas du tout eu le même rapport. C'est-à-dire que quand j'ai été diagnostiquée, on m'a tout de suite proposé une chirurgie. Il y a pas eu j'ai effectivement eu une injection d'abord pendant le premier mois avant l'intervention. J'étais diagnostiquée en décembre, j'étais opérée en février. Donc j'ai été mise sous ménopause artificielle avec une injection trimestrielle. Puis opération. On va en reparler justement de l'option chirurgicale en deuxième partie de Priorité Santé. Juste une petite pause d'information, 3 minutes, le point de l'actualité. On se retrouve juste après pour poursuivre cet échange. Priorité Santé, Caroline Paré.
On se retrouve pour la deuxième partie de Priorité Santé, toujours consacrée à l'endométriose. Nos deux invités en studio, Angélique Delaplace, diagnostiquée depuis l'an dernier, photographe de profession, et le professeur Hervé Fernandez, professeur d'université à Paris 11, chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Bicêtre à Paris. L'endométriose, votre maladie, Angélique Delaplace, tout à l'heure, juste en conclusion de la première partie, vous nous parliez de cette option chirurgicale qui vous avait été proposée. De quoi s'agit-il dans votre cas précisément ? Dans mon cas, il s'agissait donc d'une intervention par célioscopie. J'avais effectivement à la fois de l'endomètre au niveau ombilical, mais aussi à d'autres endroits. Donc le but était de nettoyer, pour reprendre les termes du gynécologue à ce moment-là, les lésions éparses. Voilà. L'ombilic a été oublié pendant l'acte chirurgical. Donc aujourd'hui, je me retrouve toujours avec des lésions ombilicales. Donc vous y êtes allé pour l'ombilic et on a oublié l'ombilic. Exactement. Voilà, professeur Hervé Fernandez, je m'excuse, il n'y a pas de quoi rire, mais franchement, là, Si. Voilà. Professeur Hervé Fernandez, on parlait de ces gestes chirurgicaux. Quand est-ce qu'on opère pour l'endométriose et qu'est-ce qu'on opère précisément ? Ça doit être encore là très varié. On a essayé de le stratifier lors des dernières recommandations, c'est-à-dire la chirurgie est exceptionnellement au premier plan. Hormis des situations où, quand il y a une endométriose ombilicale, normalement on la retire, on commence par là. Dans les autres situations qui sont les localisations sur l'ovaire, sur les trompes, sur le péritoine, c'est vraiment quand le traitement antalgique par la contraception orale ou les autres traitements dont on parlait tout à l'heure ne sont pas efficaces, avec des lésions extensives, chez des patientes qui continuent à avoir mal, il faut opérer. Ou lorsqu'il y a une discussion sur l'infertilité, on sait qu'à l'endométriose, les douleurs sont présentes, mais elles sont, on va dire, acceptables et relativement gérables. Mais on a besoin de répondre à cette femme ou à ce couple s'ils pourront avoir une grossesse spontanée ou s'il faut aller vers l'assistance médicale à la procréation, en sachant que dans l'endométriose que l'on explore et que l'on traite chirurgicalement, on observe 40% de grossesse spontanée sans passer par les médecins pour concevoir. Simplement, le concept qui est important à comprendre pour l'endométriose, c'est qu'on opère qu'une fois. C'est-à-dire, il est hors de question de passer son temps à réopérer les patientes. Parce que la première fois, c'est difficile, mais c'est acceptable. La deuxième fois, ça devient compliqué. C'est la raison pour laquelle en France, sous la pression des professionnels, sur les discussions avec les ministères, on est en train d'organiser ce qu'on appelle des centres experts, c'est-à-dire des centres où les gens ont l'habitude de voir des femmes avec de l'endométriose de façon à poser le mieux possible les bonnes indications pour éviter d'avoir des sous-traitements ou des traitements excessifs. Parce que dans les traitements, qui peuvent être extensifs, on peut être amené à retirer une portion d'intestin, donc avoir des chirurgies extensives, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces chirurgies extensives, elles ont des complications. La chirurgie intestinale, c'est 10% de fistules, c'est-à-dire que c'est 10% de femmes qui vont se retrouver avec un anus artificiel, c'est-à-dire en fait une poche à la peau où les matières vont sortir pendant 2 ou 3 mois, le temps de rétablir la continuité, mais qui peut donner parfois comme séquelle d'avoir 4, 6, 7 selles par jour, même si les patientes sont améliorées pour les douleurs. Il peut y avoir des complications urinaires, et en particulier un certain nombre de patientes vont garder un autosondage à vie, c'est-à-dire qu'elles ne sentiront plus l'envie d'uriner, avec toutes ces complications. Donc, il faut bien peser l'avantage et l'inconvénient. Et vraiment, la politique actuelle, c'est pour les femmes qui ont un désir d'enfant. J'ai envie de dire maintenant avec ou sans conjoint, ça devrait être avec un conjoint, c'est plus simple. Enfin bon, c'est possible autrement, pas encore en France. Et de toute façon, la loi de bioéthique ne changera rien. Donc les femmes continueront à faire du tourisme médical en Europe. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais qui est impliqué. Oui. Il faut très vite aller vers l'AMP plutôt que de donner les mauvais traitements au mauvais moment avec des conséquences, ce qu'on appelle une morbidité des chirurgies qui ne sont pas indiquées au bon moment. Je vais oser une question, quitte à passer un petit peu pour une naïve. Si on opère en retirant la lésion, est-ce que
les cellules de l'endomètre ne vont pas à nouveau migrer et revenir s'installer ailleurs. Alors j'ai cette question qui est un peu bizarre. À quoi bon opérer Non. puisque la maladie n'est pas stoppée? Elle est pas bizarre parce que c'est tout un débat entre nous et là il n'y a pas de réponse. Est-ce que lorsqu'on fait une chirurgie, on va dire la plus extensive possible, elle ne sera jamais totalement extensive. Sur un plan microscopique, on voit bien sûr pas tout, mais il semblerait, je reste quand même au conditionnel, que la lésion qu'on opère à un instant T, globalement, elle va pas revenir. Alors, il peut y avoir malgré tout des récidives qu'on va observer dans 15, 20, 30% des cas, enfin, en tout cas, dans cette forme, mais dans cette récidive, la question qui se pose toujours, est-ce que c'est une récidive de la pathologie ou est-ce que c'est une pathologie qui n'a pas été totalement traitée la première fois? Par contre, ce qui est important, c'est que quand on opère, soit la patiente a un désir de grossesse immédiat et dans ce cas-là, on lui dit d'essayer ou on fait une AMP, mais si les patientes n'ont pas de désir, toute leur vie, il faudra qu'elles gardent un traitement où elles n'auront pas de règles. Ça, c'est le côté capital. Il faut dire tout de suite aux femmes qui ont de l'endométriose, vous ne verrez plus vos règles. D'abord, ça n'a aucun intérêt, mais ça, c'est aussi peut-être un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais, je crois pas que tout le monde soit mais d'accord dans le avec cadre vous, de mais la peu partie, oui, ça mérite d'être discuté. Mais dans le cadre de cette pathologie, c'est vraiment un élément très important du dialogue qu'on commence avec les patientes quand on fait le diagnostic. Alors vous restez avec nous, on va tout de suite prendre la direction du Cameroun. Priorité santé sur RFI. Douala, où nous retrouvons le docteur Ernestine Gouet-Bel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne, directrice de la clinique médicale et du centre de PMA de la clinique Odyssée à Douala. Docteur Gouet-Bel, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on connaît la prévalence de l'endométriose au Cameroun? Oui, effectivement, la maladie est mal connue au Cameroun parce qu'elle est sous-diagnostiquée, donc sous-évaluée. Mais nous savons aujourd'hui, parce que nous avons fait une enquête au niveau du Girafe, que 12% des femmes qui consultent pour infertilité présentent une endométriose. Et nous avons également un chiffre pour des célioscopies que nous réalisons, soit à la clinique Odyssée, soit dans les hôpitaux, qui montre que 31% des femmes qui présentent des douleurs ou une infertilité sont porteuses d'endométriose. Donc voilà un peu les deux chiffres qui sont quasi sûrs. Avec ces deux signes qui font que ces femmes viennent en consultation, douleurs et problèmes justement de fertilité. Alors, docteur Gouet-Bel, quelle est la prise en charge que vous proposez à vos patientes? Alors, la prise en charge idéale est évidemment celle que le professeur Fernandez vient d'exposer. Mais ici, chez nous, vu la limite des moyens, la limite aussi des moyens en termes d'hôpitaux, de cliniques, en termes financiers et en termes même de personnel médical qualifié, et médical, la prise en charge est médicale et chirurgicale. Les médicaments que nous proposons, c'est d'abord les antalgiques, c'est-à-dire les antidouleurs, les plus simples, comme le paracétamol, au plus fort, qui sont souvent les anti-inflammatoires. Le deuxième niveau de traitement, ça va être les pilules. Les pilules pour mettre les ovaires au repos et effectivement empêcher que ces femmes-là aient des règles. Elles seront donc prescrites en continu, donc tout le temps. Elles n'arrêtent pas, comme ça elles n'ont pas de règles. Celles qui ont plus de moyens peuvent avoir les injections, une fois par mois ou tous les 3 mois. Ce sont les hormones qui bloquent le fonctionnement des ovaires et sèchent les lésions. On peut également proposer maintenant, parce qu'on a le stérilet aux hormones, notamment dans l'endométriose qui se situe au niveau de l'utérus. Évidemment, après tout ça, quand il y a des moyens techniques, financiers, on peut passer à la chirurgie endoscopique. Et là, les centres qui font ces chirurgies sont limités, surtout spécialisés en endométriose. On fera malheureusement de la chirurgie. Ce ne sera pas toujours la chirurgie lourde qui entraîne les résections intestinales parce que c'est un peu plus compliqué. Mais quand tout cela n'a pas donné,
résultat, surtout pour les femmes qui souhaitent faire un enfant, on passe facilement à la FIV, à la fécondation in vitro. Mais pour tout cela, il y a étant un excellent traitement. Alors, il y a de véritables problèmes de prise en charge, on l'imagine, hein, compte tenu du coût financier de ces différentes possibilités. Mais au-delà de ça, au niveau de l'information, forcément aussi de la prévention, est-ce que vous avez un message à faire passer, docteur Gouet-Bel ? Oui, moi je salue énormément les émissions comme les vôtres, surtout les associations qui permettent aux scientifiques de présenter, de relativiser la douleur dans les femmes chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Le plus gros problème en fait, c'est que beaucoup de femmes vont souffrir toute leur vie, mais ne sauront jamais qu'elles sont atteintes de l'endométriose. Donc le message, c'est que les femmes consultent les médecins. On va au moins évoquer cette pathologie-là et elles seront référées dans les quelques centres qui peuvent la prendre en charge. Et aussi savoir que même si elles ne peuvent pas être traitées correctement, elles auront la possibilité d'avoir des enfants par la fécondation in vitro, soit avec leurs ovocytes, soit avec les dons d'ovocytes, parce que chez nous au Cameroun, on pratique cette technique-là. Merci beaucoup, docteur Ernestine Gouet-Bel. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Douala, au Cameroun. On vous retrouve, professeur Hervé Fernandez. Tout à l'heure, rapidement, vous aviez justement évoqué le rôle de certaines associations dans la prévention, dans l'information. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un travail de concert avec ces organisations ? Oui, pour vous donner un exemple, la semaine dernière était organisée à Aix-en-Provence toute une réunion mixte entre les médecins pour donner l'information au niveau de la région, et puis les patientes étaient venues l'après-midi, et c'était une réunion qui était organisée par une des associations qui nous avait contactés. Un certain nombre d'entre nous ont fait partie du conseil scientifique de ces associations, donc il y a un vrai travail en commun de manière à essayer d'améliorer cette information. J'aimerais revenir sur ce que vient de dire notre collègue camerounaise. Il faut que les médecins progressent sur même la connaissance des médicaments contre la douleur. Il est maintenant à peu près bien établi qu'il ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires. Parce que les anti-inflammatoires ne marchent pas sur la composante douloureuse dans l'endométriose. Donc en fait, il faut, si le médecin connaît pas bien, travailler avec ce qu'on appelle des algologues, des spécialistes de la douleur, parce qu'il y a des molécules bien spécifiques qu'il faut savoir utiliser, et en tout cas pas les anti-inflammatoires qui par ailleurs vont donner un certain nombre d'effets secondaires. Puis j'aimerais rajouter que dans cette prise en charge multiples, ce qui commence à arriver de plus en plus, c'est le rôle, parce qu'il y a des études qui l'ont montré, d'efficacité de l'ostéopathie, et on travaille avec des ostéopathes, l'efficacité de la sophrologie dans le cadre de la relaxation avec les patientes, et que la prise en charge de la pathologie, c'est pas la pilule, la chirurgie ou l'antidouleur, c'est une globalité de prise en charge pour les femmes, et ces thérapeutiques associées, sophro, ostéopathie, voire acupuncture, ont un rôle tout à fait important, mais pas isolé. C'est une globalité de prise en charge. Angélique Delaplace, précisément, vous avez eu justement cette approche multidisciplinaire, aller aussi essayer pour voir si ça marchait. Est-ce que certaines choses vous ont soulagé ? Oui, assez vite, je me suis dirigée vers des médecines complémentaires parce qu'effectivement, l'endométriose, il n'est pas question de remplacer les traitements conventionnel par de la médecine complémentaire, mais ça apporte un vrai bien-être général. Je pense qu'après, à chacune et à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux, naturopathie, ostéopathie, acupuncture, sophrologie, peu importe, mais qui apporte un vrai bien-être. Pas peu importe, je vous interromps, parce que il y a des études qui ont été faites qui montrent l'efficacité de l'ostéopathie, de la sophro et de l'acupuncture, pas forcément sur toutes les autres. Dans le complémentaire, faut faire attention. C'est pas histoire de mettre un truc pour faire naturel entre guillemets. Non, il y a des vraies études scientifiques, et sur ce quoi on travaille actuellement, c'est de valider des prises en charge associées. Mais ça veut dire que telle discipline correspond à tel mal, ou telle discipline ou tel savoir va correspondre à tel
personne. Non, c'est pas tel mal ou telle personne. Je veux dire, en gros, le critère, c'est la douleur ou le mal-être associé à la douleur ou sans la douleur. Bon, je veux dire, les gens ont fait des études qui ont montré l'efficacité des spécialités qu'on vient de dire, mais pas d'autres. C'est-à-dire, il faut pas mettre l'auriculothérapie ou la naturopathie parce que, alors c'est peut-être bien, j'en sais rien. Sauf qu'il n'y a pas d'études. Et donc, faut faire attention dans les médecines dites douces ou parallèles, je sais pas comment on doit les appeler, il y en a qui ont été étudiées, d'autres pas étudiées. Gardons celles qui ont été étudiées. Je vous entends, simplement je pense qu'on réagit toutes de façon différente. Est-ce que pour certaines, peut-être que la sophrologie sera plus à même marchera mieux pour l'une et l'autre en ostéopathie. On est d'accord, mais à condition qu'elles aient été validées. Nous, on essaye de petit à petit faire marche par marche pour essayer d'utiliser au moins des choses dont on a montré qu'elles étaient efficaces. Je voudrais donner la parole à une dernière auditrice de notre émission, c'est assez tout. Elle est en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Il nous reste assez peu de temps. On vous écoute. Assez tout, bonjour. Bonjour. On vous écoute. D'accord. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose il y a 7 ans, je dirais. Après différentes douleurs. Les douleurs sont tellement insoutenables. Il y a 2 ans de cela, j'ai subi comment on dit ça, j'ai oublié le nom. On m'a fait Isoladex. J'ai fait 3 mois sans mes menstrues. On m'a mis ils appellent ça, le nom qu'ils ont dit, c'était la ménopause artificielle. Oui. Voilà, on m'a fait une ménopause artificielle pendant 3 mois. À la suite de cela, les menstrues sont revenues, je crois, le 4e mois. Quand les menstrues sont revenues, j'avais de moins en moins de douleurs. Les douleurs se sont estompées, mais dernièrement, les douleurs ont repris. On m'avait demandé de faire une hystéro. J'ai fait l'hystéro. Bon, ils m'ont dit que puisque j'ai un désir de maternité, ils m'ont dit que l'hystéro, mes trompes sont bouchées. Il fallait que je voie mon médecin. Je leur ai posé la question de savoir si la maladie était encore présente. Je n'ai pas eu de réponse. Je veux être mère de nouveau, mais j'ai peur aujourd'hui des douleurs. C'est-à-dire que dès que le mois, je sais que mes règles doivent venir, je commence à prendre les médicaments. Je vis désormais que tous les médicaments. Et ni le paracétamol, ni l'ibuprofène, ni la caféine simple ne me soulage. Il faut l'association de ces 3 médicaments-là pour que je puisse être un peu soulagée pour peut-être 4-5 heures de temps. Professeur Hervé Fernandez, c'est tout un désir de maternité, des douleurs, plusieurs molécules n'arrivent pas complètement à soulager. Et encore une fois, apparemment, des questions auxquelles les médecins ne trouvent pas vraiment de réponse. Si, je veux dire, il y a une réponse à tous les problèmes c'est tout. Elle a les trompes bouchées, soit on les répare, soit on les retire, de façon à optimiser les résultats en fécondation in vitro. Elle a des douleurs, il n'y a aucune raison de la laisser avec des douleurs. On la met sous contraception orale, si c'est pas efficace, on va la mettre en ménopause artificielle avec la Bacthérapie, donc les œstrogènes, et on fait une FIV dans la foulée. Simplement, là, j'ai cru comprendre 39 ans, les chances de grossesse en PMA, en FIV classique à 39 ans, il faut quand même appeler un chat, et c'est entre 5 et 10%, d'enfants dans un berceau. 10% quand même. Mais ça va dépendre aussi de chaque femme, parce qu'on fait des bilans pour savoir quelles sont les chances d'avoir un enfant ou pas. On peut discuter le don, mais le don c'est une autre histoire. Je veux dire, c'est pas forcément le don, on n'est pas dans la prise en charge de l'endométriose. Là, on ouvre une porte sur on ouvre une porte sur d'autres prises en charge. Mais en tout cas, ce qui est très clair là, c'est qu'il faut bloquer le système hormonal, ce qui va entraîner une efficacité sur les douleurs dans plus de 90% des cas. Faut retirer les trompes pour optimiser ou les réparer pour optimiser les chances de grossesse et faire une FIV. Et puis on aura réglé. Ce qui me permet, avant la fin, de dire que on est dans les tranches d'âge compliquées, parce que vient s'associer la pathologie qu'on appelle l'adénomiose. L'adénomiose, c'est l'endométriose de l'utérus, qui peut être présent chez la femme plus jeune. En général, c'est l'endomètre qui a été se mettre dans le péritoine, qui infiltre l'utérus, ou alors, vers 39 ans, c'est l'endomètre qui va dans la paroi d'utérus, qui va entraîner des douleurs et des saignements, et qui est probablement une des causes très importantes d'infertilité, mais ça, on aura le plaisir de revenir pour faire une émission que là-dessus.
Et c'est un vaste sujet à de nombreux titres, notamment les questions de bioéthique. Ah, c'est tout en tout cas. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci beaucoup pour cet appel d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Angélique Deplace d'avoir justement apporté votre témoignage. Je rappelle que vous êtes photographe. C'est d'ailleurs l'un de vos clichés qui illustre la page Facebook de cette émission. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici et merci à vous professeur Hervé Fernandez. On aura eu encore pas mal de choses à dire au sujet de l'endométriose. Professeur d'université à Paris 11, chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Bicêtre. Bulletin de santé. On se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine, un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Avec ce feu vert, c'était mercredi, de la Commission européenne pour le rachat de l'américain Monsanto par le géant allemand de la chimie Bayer. Le mariage de ces deux poids lourds, on en parle depuis près de 18 mois. Monsanto, des semences, des OGM et des pesticides comme le Roundup, l'herbicide qui contient du glyphosate, ce produit classé comme probablement cancérogène par l'OMS. Bayer, une société qui a plus de 150 ans, premier laboratoire à synthétiser l'aspirine. Un rachat autorisé après enquête, mais aussi sous condition. Bayer devra céder certaines de ses activités. Oui, se séparer de 6 milliards d'euros d'actifs par souci de concurrence, explique Bruxelles, ce qui est loin de convaincre entre autres les écologistes, à l'instar de l'eurodéputé vert José Bové, qui regrette une fusion cynique, car elle crée le plus gros acteur européen dans le domaine des produits chimiques agricoles et dans celui des médicaments. Ce que José Bové résume par cette formule: du berceau au tombeau, ceux qui nous empoisonnent nous vendront aussi leurs médicaments pour nous guérir. Santé-environnement, toujours dans le sud de la France. L'agence régionale de santé inquiète pour les habitants de Fos-sur-Mer. Oui, les habitants de la zone industrielle et portuaire. Un état de santé fragilisé dans une zone fragilisée par la pollution environnementale. Et pas besoin de le démontrer par une étude, estime l'ARS, qui cite une mortalité par cancer supérieure de 34% à la moyenne nationale chez les hommes. Le mauvais usage des médicaments, un sujet de santé majeur selon la ministre française Agnès Buzyn. Avec, selon le collectif Bon Usage du médicament qui réunit industriels et pharmaciens, plus de 10 000 morts chaque année en France. En cause, mauvais dosage, interaction dangereuse, non-respect des contre-indications. Et cette mauvaise utilisation serait aussi à l'origine de plus de 130 000 hospitalisations chaque année. Le malaise à l'hôpital, on vous en parle régulièrement dans Priorité Santé. Surchauffe, manque de moyens, les médecins urgentistes et personnels hospitaliers se mobilisent face à cette crise de l'hôpital public. Après avoir adressé une lettre ouverte à la ministre de la Santé en septembre dernier, une délégation s'était présentée mardi au ministère de la Santé sans réussir à être reçue par Agnès Buzyn. Julie Paco. À la sortie du ministère de la Santé, Véronique Payen est en colère. Médecin urgentiste en Isère, elle ne comprend pas le silence de l'exécutif. Que Monsieur Macron, il se positionne, s'il veut pas mettre des sous dans la santé, qu'il le dise, mais à la population, parce que c'est les gens qui vont souffrir de ça. Car la réforme du système de santé annoncée par le gouvernement est globale, mais sans moyens financiers supplémentaires. Une hérésie pour cette praticienne qui voit ses conditions de travail se dégrader d'année en année. Les nombres de passages aux urgences ont doublé en l'espace de 10 ans. On a toujours le même nombre de personnel et on nous dit à l'heure actuelle que on ne peut pas avoir de personnel supplémentaire faute d'argent. Mais comme il y a une fermeture de lits, les gens stagnent et effectivement après on arrive à des drames comme à Reims. Reims, où une femme de 73 ans est décédée aux urgences après avoir attendu plusieurs heures sans être examinée. Un drame qui doit alerter les consciences, selon Patrick Peloux, président de l'association des médecins urgentistes de France. À l'heure actuelle, vous avez une dégradation parce qu'on a fermé beaucoup trop de lits d'hospitalisation depuis des années et fermé beaucoup trop d'hôpitaux notamment. Actuellement, maintenant, nous gérons une pénurie. Et donc ça nous pose vraiment problème et c'est pour ça qu'on le dit. Médecins, aides-soignants ou infirmiers, les praticiens hospitaliers manifesteront jeudi pour tenter une nouvelle fois de se faire entendre. Mobilisation donc dans le cadre de la journée de mobilisation nationale d'hier en France, qui a été d'ailleurs qualifiée de coup de semonce par certains journaux ce matin. Juliette, on part maintenant pour Belgrade, où la justice serbe voudrait poursuivre des militants anti-vaccination. Ouverture d'une enquête contre une quarantaine de personnes, des personnalités publiques, chanteuses, écrivains, médecins, qui ont ouvertement pris parti contre la vaccination contre la rougeole, alors que la maladie virale a fait 12
12 morts en 3 mois dans le pays d'Europe orientale. La plainte à l'origine de l'enquête remonte au mois de février. 270 parents avaient alors porté plainte en accusant ces personnalités d'avoir semé la panique. Plus de 3800 cas de rougeole ont été recensés en Serbie depuis le début de l'épidémie en octobre. Un pays où le refus de vaccination est passible d'amende, mais cette répression est rarement mise en œuvre. Une loi polémique et à contre-courant qui vient d'être votée en Autriche. Texte défendu par la majorité droite, extrême droite au pouvoir, loi que l'on peut qualifier de pro-tabac, car elle confirme l'autorisation de fumer dans les bars et les restaurants. Et loi votée malgré une forte opposition populaire. Oui, Caroline, 545 000 signatures recueillies sur une pétition lancée le mois dernier par l'Ordre des médecins autrichiens. L'Autriche, dernier cendrier d'Europe, selon les détracteurs de la loi, numéro 3 européen en termes de consommation de tabac, alors que dans le pays, la cigarette tue près de 13 000 personnes chaque année. Le SIDAction, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche en France. Une édition placée sous la présidence de Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008, co-découvreuse du virus du sida il y a 25 ans. Information, prévention, mobilisation, collecte de fonds pour la recherche et la lutte contre le sida, relayée dans les médias français. Avec un numéro de téléphone et aussi un site internet pour les dons. De France, le 110, c'est le numéro de téléphone, et en ligne www.sidaction.org. Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Setou Samake, Ophélie Lassène et Didier Bleu, l'équipe qui fabrique et réalise votre émission. Bien sûr, le téléphone pour nous joindre, c'est le 33 84 22 75 75. On se retrouve lundi. C'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.